Merci Frédéric. D'ailleurs, j'en profite pour signaler que nous avons co-organisé avec nos amis vietnamiens la semaine dernière une série de conférences à Hanoï et à Ho Chi Minh Ville sur le Vietnam et la Première Guerre mondiale. C'est un sujet qui n'est pas très connu en France et encore moins au Vietnam, alors que 92 000 Indochinois, comme on les appelait à l'époque, en fait une grande majorité de Vietnamiens, ont participé comme tirailleurs ou comme travailleurs à l'effort de guerre des Français, en l'occurrence, y compris sur le front, et plus souvent à l'arrière, mais qu'il y a encore une mémoire familiale assez diffuse de cette présence, de cette activité vietnamienne pendant la Première Guerre mondiale. Donc une double raison d'évoquer le Vietnam, effectivement, à propos de la Première Guerre mondiale. Je m'interrogeais en t'écoutant sur l'absence d'armes chimiques, en tout cas sur les théâtres militaires, parce qu'on sait qu'hélas, elles ont eu d'autres fonctions, pendant la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas si tu as un élément de réponse, mais je livre ça au débat tout à l'heure. On a une utilisation quand même très importante des gaz pendant la Première Guerre mondiale, et de fait, ils n'ont pas été utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale à des fins militaires. Voilà, à voir. On va passer, alors je vais vous mettre une petite carte quand même, parce que tout le monde n'a pas forcément la géographie. Elle est où cette carte? Voilà. Diaporama. Voilà, donc vous avez la carte du Vietnam à gauche et la carte des épandages et des bombardements aussi sur votre droite. Alors, quelques mots peut-être pour contextualiser un peu les choses. Les herbicides, alors les recherches sur les herbicides à des fins militaires commencent au début de la Seconde Guerre mondiale, 1940 en Grande-Bretagne. Aux États-Unis, c'est un peu plus tardif, 1943-44. Et la première bombe anticulture, c'est comme ça qu'elle s'appelait, bombe anticulture, c'est intéressant d'ailleurs, est concrétisée par les États-Unis en 1951. Donc on ne peut pas parler d'armes de pesticides à des fins militaires avant les années 1950. Les années 1950, vous vous en rappelez, c'est les années guerre froide, la guerre d'Indochine. Les Français songent à l'utiliser, cette bombe anticulture, en Indochine déjà, donc dans la première moitié des années 50, contre les Vietnamiens. Ils ne vont pas concrétiser ce projet, mais les premières recherches commencent déjà dans l'armée française par rapport à l'épreuve de cette guerre au Vietnam, jusqu'en 1954. Ce sont les Britanniques qui vont les utiliser les premiers en Malaisie, donc on est toujours en Asie du Sud-Est, dans un conflit de contre-insurrection qui commence en 1948 et qui s'achève en 1960. Et les premiers donc épandages de pesticides, ils se font principalement à l'époque par hélicoptère, alors que pendant la guerre du Vietnam, ce sera principalement par avion, la SC-123 que vous avez vu hier. Et 1953-1954, on a un premier pic d'utilisation de défoliants par les Britanniques en Malaisie. À l'époque, les Britanniques prétendaient, si je suis un peu méchant, poursuivre les communistes malais. En réalité, c'était pas que des communistes, et il y avait une minorité chinoise importante en Malaisie et qui a justifié le recours à une guerre de contre-insurrection en passant par des moyens donc, liés aux armes chimiques en 1953-1954. 1954 précisément, vous le savez, c'est l'année de la fin de la guerre en Indochine, de Dien Bien Phu en l'occurrence, et très vite le passage de relais s'effectue entre la France et les États-Unis. Vous avez donc un Vietnam qui, dès 1954, est divisé en deux entités provisoires, parce qu'elles n'étaient pas censées perdurer. Le Nord communiste, la République démocratique du Vietnam, proclamée par Ho Chi Minh le 2 septembre 1945, et la République du Vietnam, qui était à l'époque dirigée par Ngo Dinh Diem, et qui s'est progressivement autonomisé de la tutelle française en s'alliant les États-Unis à une échelle effectivement que l'on ne soupçonnait pas en 1954.
très vite, la politique anticommuniste très très répressive, très brutale de ce gouvernement Diem au sud Vietnam va entraîner la reprise d'une insurrection paysanne et qui est rapidement soutenue par des intellectuels, des cadres militaires qui sont restés, donc qui sont venus du nord et qui sont restés au sud après les accords de Genève en 1954, et qui va progressivement fédérer donc une véritable guérilla contre les États-Unis, contre la République du Vietnam d'abord, alliée aux États-Unis. Et de fil en aiguille, cette guérilla prend de l'importance et va effectivement remporter un certain nombre de petites victoires tactiques face aux Vietnamiens de Nguyen Diem et leurs conseillers américains, puisque entre-temps, président Kennedy, en 1961, a décidé d'envoyer des conseillers militaires qui seront d'ailleurs plus des combattants que des conseillers. Ils vont assez vite prendre les armes eux-mêmes. Et c'est le même Kennedy qui, confronté à une recrudescence de la guérilla au Sud-Vietnam, va autoriser formellement le 30 novembre 1961 le recours aux armes chimiques, à une guerre chimique qui pour l'instant ne dit pas son nom, effectivement, celle-là non plus, et il autorise cette utilisation des pesticides à deux fins, on l'a dit je crois ce matin. La première, c'est de dégarnir le couvert végétal, parce que le Sud-Vietnam était principalement recouvert de jungle, donc il s'agissait de mieux repérer l'adversaire qui pratiquait la guérilla, donc qui se cachait, qui pratiquait l'embuscade, etc. Donc il fallait bien sûr dégarnir le couvert végétal pour repérer l'ennemi. Et le deuxième objectif est encore plus terrible, puisqu'il s'agissait effectivement de détruire les récoltes de riz. Et on a déjà, donc, dans le mémorandum que signe John Kennedy ce 30 novembre 1961, les deux objectifs sont expressément mentionnés, y compris donc le deuxième, celui en gros d'affamer non seulement les troupes, mais les populations civiles. On ne peut pas faire le distinguo entre des troupes et les populations civiles, par définition. Donc on a une intention délibérément de s'en prendre à l'existence même des populations du Sud-Vietnam. On commence, je dirais, modestement, en termes quantitatifs, par un certain nombre d'agents qui ne portent pas le nom d'agent orange. Vous savez que l'agent orange, on a fini par ça finit par symboliser la guerre chimique au Vietnam, mais c'est un des 7 ou 8 agents qui ont été utilisés pendant cette guerre au Sud-Vietnam. Ils portaient le nom de la couleur des fûts dans lesquels ils étaient stockés. Donc ce n'est pas la couleur de l'agent lui-même, c'est la couleur des bidons, des fûts dans lesquels les agents étaient stockés. On a commencé par l'argent blanc, l'argent vert, l'argent pourpre, etc. Et comme l'effort de guerre des États-Unis et de leurs alliés sud-vietnamiens n'a pas abouti comme l'espéraient les autorités américaines et sud-vietnamiennes, eh bien, le président Johnson a eu recours à l'américanisation de la guerre, à une escalade massive de ce conflit au Sud-Vietnam. Nous sommes en 1965 et déjà la piste Ho Chi Minh que vous voyez, donc, symbolisée par la flèche, la série de flèches là, à l'ouest du Vietnam, le long d'ailleurs du Laos et du Cambodge, existait déjà et permettait en fait l'approvisionnement des troupes du Front National de Libération. C'est un peu compliqué. Le Front National de Libération, c'est un acteur qui est lié au Nord communiste. C'est effectivement un gouvernement qui va progressivement, c'est pas encore un gouvernement à l'époque, mais une entité politico-militaire qui va progressivement se développer pour organiser l'effort de guerre, la guérilla, contre les Américains et leurs alliés sud-vietnamiens. Et l'armée populaire du Vietnam va transiter. Le général Rinh, qui nous fait l'honneur de sa présence, a fait partie de ces combattants qui ont parcouru la piste qu'on appelle chez nous la piste Ho Chi Minh, qui était en fait un lacet de pistes dans la jungle et qui était souvent emprunté de nuit pour éviter les bombardements classiques, les conventionnels.
Nia aussi, d'ailleurs, vous recommande donc une fois de plus son ouvrage Ma terre empoisonnée, où elle raconte avec des détails qui sont très très intéressants pour l'historien d'ailleurs et pas seulement pour l'homme, ce périple très difficile, très, très douloureux, hein, du nord vers le sud pour aider cette guérilla au sud. Et en 1965, donc on a un nouveau président, vous le savez, Johnson, qui va décider de l'envoi des Marines au Sud-Vietnam et une campagne de bombardement classique que vous avez représentée là par les petits symboles noirs là sur la carte, qui commence donc dès 1965 et qui va se poursuivre de manière vraiment très importante, très intensive, de plus en plus intensive, jusqu'en 1968, et qui va être reprise ensuite dans les années 70. Et c'est Johnson aussi qui va escalader la guerre chimique. Il décide de tripler, voire quadrupler les proportions, les quantités de défoliants qui sont utilisés. Il décide de recourir cette fois-ci au plus terrible des défoliants, c'est l'agent orange précisément, parce que l'agent orange contient le niveau de dioxine le plus élevé de tous les agents chimiques. Et l'agent orange, c'est 62 à 65%, ça dépend des statistiques, de tous les agents qui ont été utilisés dans la guerre chimique au Sud-Vietnam. Guerre chimique qui débute en 1961, je l'ai dit, jusqu'en 1971. Hein, donc 10 ans d'utilisation intensive des pesticides au Sud-Vietnam. Et donc là, on a un pic d'utilisation des armes chimiques en 1967-68. Général Rhine pourrait aussi en témoigner, puisqu'il est dans la division 320 qui combat à Khe Sanh au moment de l'offensive du Tet. Vous avez peut-être en mémoire cet épisode marquant de la guerre du Vietnam. 1968, janvier 68, la guérilla sud-vietnamienne, aidée par l'armée populaire du Vietnam, décide une offensive surprise dans une 60aine de localités au Sud-Vietnam. Et c'est ce qui va entraîner le premier retournement non seulement de l'opinion publique, mais surtout de la Maison-Blanche, du président des États-Unis lui-même, hein, qui va désescalader ensuite la guerre progressivement. Donc on a un pic de recours aux armes chimiques en 67-68, et je terminerai, pour ne pas être trop long, parce que je voudrais donner la parole à l'une de mes doctorantes, Bérénice Rouaz, qui a déjà commencé une thèse sur le déni de l'agent orange, les mobilisations populaires, donc je voudrais lui laisser la parole quelques minutes aussi. Parce que il me semble ce matin, je crois que c'est Francis Gendreau qui évoquait les mobilisations citoyennes contre la guerre du Vietnam, qui ont été effectivement très importantes, qui ont été planétaires sur tous les continents, y compris le nôtre, la France, et qui n'ont peut-être pas suffi pour mettre fin à la guerre, à la dimension chimique de la guerre. Il me semble que ce qui a été déterminant, ce sont les études des scientifiques comme Charles, des experts, qui d'abord signent une pétition, ils sont 5000 à signer une pétition en 1967 à New York, dont 17 prix Nobel quand même, et une étude commanditée par l'Institut national du cancer aux États-Unis va donc commanditer en 1965, dès le début de l'américanisation, de la massification de l'utilisation des armes chimiques au Sud-Vietnam, va aboutir en 1969. Et en 1969, elle prouve les premiers effets tératogènes, cancérigènes, etc., de la dioxine sur les victimes, en l'occurrence sur les animaux, mais par déduction sur les êtres humains. Tout ça pour dire que le rôle des experts est fondamental, parce que ça va contribuer à une mobilisation donc, nationale et à convaincre les autorités qu'il faut y mettre un terme. Et le département de la Défense, hein, le Pentagone, qui avait été très très militant dans le début de la guerre chimique, eh bien lui-même va revenir sur ses positions initiales pour dire il faut qu'on stoppe parce que ça prend des proportions que nous n'avions pas soupçonnées. Et je compte beaucoup sur la thèse de Bérénice Rouaz, à qui je demande de venir me rejoindre, parce que je crois qu'il faut faire attention aussi à ce qu'on appelle l'histoire téléologique, c'est-à-dire on connaît la fin et on reconstruit assez facilement les choses, parfois avec des caricatures. Je pense qu'il faut faire attention, les autorités américaines ne connaissaient pas tous les effets des défoliants qu'ils ont utilisés à des fins militaires, et notamment sur les êtres humains.
au début des années 60, on pense que c'est relativement inoffensif sur les êtres humains. Pas évidemment sur les écosystèmes, pas sur les rizières, etc., mais sur les êtres humains. Et ce n'est que progressivement que les autorités vont être alertées, sensibilisées à ces sujets-là. Donc je passe tout de suite la parole à Bérénice, qui est en 2e année de thèse sur ce sujet, oui. et qui va nous parler un petit peu de sa recherche. Bonjour à tous, je vais donc vous présenter aujourd'hui brièvement l'évolution des connaissances scientifiques en France concernant les épandages de produits chimiques et ses conséquences sur l'être humain. J'ai choisi de vous faire un résumé succinct et adoptant une approche historienne. Il est évident que je ne pourrai pas rentrer dans les détails des nombreuses études qui ont été faites sur le sujet, mais je ferai mon possible pour mettre en avant les points les plus importants. Les premières dénonciations en France sur l'utilisation des défoliants au Vietnam ont lieu dès 1961, et sont le fait de médias, en particulier américains et vietnamiens, mais aussi de déclarations issues de la République démocratique du Vietnam et du FNL. Ils sont dénoncés la mise en place par l'armée américaine d'épandages de produits chimiques toxiques et les conséquences immédiates que ces derniers entraînent sur l'environnement, l'homme et les animaux. Certains médias américains, tels que le New York Times, parviennent même à fournir une liste des produits qui seraient utilisés par l'armée américaine, sans pour autant donner une certitude absolue quant à l'exactitude de ces déclarations. Ces différentes dénonciations permettent d'alerter des associations, des chercheurs et des personnalités françaises qui vont alors s'emparer du sujet et tenter de prouver la réalité de cette guerre chimique. Ainsi, en 1966, 2 événements prennent place, le tribunal de Russell et aussi un colloque mis en place par l'Association d'amitié franco-vietnamienne intitulé « La guerre chimique au Vietnam ». Si le second de ces événements s'intéresse essentiellement sur la réalité de cette guerre chimique, ce n'est pas le cas du premier, qui souhaite dénoncer l'intégralité des crimes de guerre américains. Rapidement, on s'aperçoit que ces 2 événements se heurtent à un manque de preuves scientifiques irréfutables, mais aussi à une absence de recul nécessaire concernant les effets à long terme de ces épandages. De plus, ces années sont marquées par la censure et le secret militaire qui entourent la production et l'utilisation de ces défoliants. C'est pourquoi, en 1966, beaucoup doutent encore de la toxicité de ces produits sur l'être humain, même si cette possibilité n'est pas exclue des débats. Lors de ces 2 événements, 2 produits sont souvent cités comme étant les principales substances à l'origine des agents chimiques défoliants, le 2,4-D et le 2,4,5-T. Ces derniers sont alors utilisés en agriculture, mais à des concentrations beaucoup plus faibles, et ont fait l'objet d'études concernant leurs effets sur les plantes. C'est pourquoi beaucoup d'intervenants se fondent davantage sur les dégâts environnementaux entraînés par l'utilisation de ces produits. Par la suite, on constate que les débuts des années 1966 voient la mise en place en France de la Conférence internationale des scientifiques d'Orsay, qui regroupe des scientifiques venant de 14 pays et qui prend place en décembre 1970. Cette dernière permet la mise en lumière d'une connaissance plus poussée sur les produits utilisés au Vietnam, ainsi que sur leurs effets sur l'homme. Par conséquent, afin d'apporter les preuves scientifiques nécessaires, les intervenants utilisent des expériences réalisées en laboratoire sur des animaux tels que le rat ou la souris et qui démontrent que le 2,4-D et le 2,4,5-T ont des effets tératogènes importants, c'est-à-dire pouvant entraîner des malformations congénitales. Dès lors, ils parlent d'une mise en danger du patrimoine transmissible des individus exposés, soulignant alors un risque certain pour les générations futures au Vietnam. Ces constatations sont également appuyées par la présentation d'observations cliniques de médecins vietnamiens. Pourtant, ces preuves sont souvent remises en question concernant les différents effets que peuvent avoir ces substances sur plusieurs types d'espèces animales. Peu à peu, certains rapports de laboratoire, tels que celui du Cancer Institute, qui ont longtemps été tenus secrets, commencent à faire l'objet de fuites, ce qui permet à des chercheurs d'accéder à ces informations et d'appuyer leurs dires lors de cette conférence. Ce qui est mis en avant ici, c'est aussi la contamination des sols et des cours d'eau, et plus globalement la destruction de l'écosystème vietnamien. La conférence dénonce alors un génocide doublé d'un écocide, avec une crainte importante pour les générations futures. Par la suite, la fin de la guerre, l'embargo américain, la crise des Boat People et l'invasion du Cambodge par le Vietnam entraînent en France une période d'ombre autour de l'agent orange. Bien entendu, certains chercheurs, qu'ils soient américains ou vietnamiens, continuent à chercher des preuves quant aux conséquences de l'agent orange sur l'être humain.
Les liens entre la France et le Vietnam se resserrent dans les années 80-90. Des associations françaises s'emparent à nouveau du sujet à la demande du gouvernement vietnamien. Cela entraîne aussi la création d'un grand nombre d'associations autour de ce sujet. De nombreux événements prennent alors place pour faire connaître ce problème et lancer un appel auprès de la communauté internationale et nationale pour obtenir une aide humanitaire afin d'aider le Vietnam dans cette crise sanitaire et environnementale. Ainsi, en 2005, l'AFV met en place un nouveau colloque intitulé « L'agent orange et la dioxine, 35 ans après ». Ce dernier permet la mise à jour des connaissances sur ces produits et leurs conséquences sur l'homme, tout en mettant en avant la difficulté toujours présente de prouver scientifiquement un lien entre les différentes pathologies observées et les épandages. En effet, les firmes créatrices de ces substances chimiques réfutent toujours et encore les effets de ces produits sur l'homme en s'appuyant sur des résultats scientifiques, mais dont la fiabilité peut être questionnée au vu de la dépendance financière de ces laboratoires vis-à-vis de ces entreprises. De nombreux chercheurs tels que Arnold Schechter, Marianne Pavuc, etc., tentent par la mise en avant de nombreuses études de prouver ce lien dioxine-pathologie sur l'être humain. En effet, on observe une hausse importante de diverses maladies dans les zones contaminées. Ainsi, on constate que des recherches ont été menées sur des échantillons de sang et de lait maternel provenant de Vietnamiens vivant dans différentes zones du Vietnam. Dès lors, on constate que ces derniers ont dans leur sang ou encore dans ces échantillons de lait maternel de la dioxine. Par la suite, ces études cherchent aussi à lier ce fait aux différentes maladies développées par ces populations et par leur descendance. À cela s'ajoutent des études épidémiologiques, c'est-à-dire des études visant à évaluer la distribution des maladies et des facteurs qui y contribuent sur les populations humaines, ainsi que des études de cas contrôle comme celles mises en place à l'hôpital Thu de Ho Chi Minh Ville. Des recherches sont également effectuées sur divers animaux, tels que le singe. À cette époque, la recherche sur la dioxine connaît aussi une nette amélioration. En effet, on constate que cette substance chimique organique est extrêmement stable et qu'elle possède une semi-vie très longue, pouvant aller de 7 à 12 ans dans le corps humain, en se stockant dans les masses graisseuses de ces derniers. Les années 2000 sont aussi marquées par la reconnaissance aux États-Unis de 13 maladies pouvant être liées à la dioxine. Pourtant, le débat demeure concernant les autres maladies pouvant être liées aux défoliations. Aujourd'hui, on constate de plus en plus que la problématique de l'agent orange est étroitement liée aux thématiques des pesticides et des perturbateurs endocriniens. En effet, les recherches effectuées sur ces substances révèlent une corrélation importante, laissant penser que l'herbicide utilisé au Vietnam a des liens importants avec les pesticides et les perturbateurs endocriniens et peut entraîner des effets similaires. Bien entendu, la quantité utilisée au Vietnam était bien plus importante, mais cela laisse entrevoir un futur possible quant aux conséquences de l'utilisation de ces produits dans notre quotidien. Mais là encore, la preuve scientifique irréfutable n'a pas émergé. D'abord en raison des lobbying de ces multinationales, productrices de l'agent orange et des nombreux pesticides encore en circulation aujourd'hui, mais aussi en raison d'un vaste arsenal de scientifiques inféodés à ces grandes firmes affirmant la non-toxicité de ces substances. Merci. Merci, et merci d'avoir fait le lien aussi entre la thématique de l'agent orange et les perturbateurs endocriniens. Je pense que ça serait intéressant aussi de voir l'histoire de la conscience écologique, et j'ai le sentiment que c'est assez concomitant de la guerre chimique au Vietnam en fait. Ces années 60, elles sont décidément déterminantes dans la conscientisation des questions écologiques. Les premiers ouvrages paraissent au début des années 60, au moment même où débute la guerre chimique au Vietnam. Donc ça serait, je pense, un élément de la future thèse de Bérénice.